pour le groupe UDI-UC. Et ce pour 8 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, le nettoyage ethnique n'était pas la conséquence de la guerre, mais son objectif. Ces mots terribles ont résonné hier dans le tribunal pénal international au procès des bourreaux de la Bosnie, Rato Mladic. Hasard du calendrier, aujourd'hui s'ouvre le procès de Dominique Ongwen, soldat enfant au Congo, Soudan et Centrafrique devant la Cour pénale internationale pour son rôle dans l'assassinat de plus de 100 000 personnes, dont 60 000 enfants. Véritable dilemme d'ailleurs pour la justice internationale, puisque finalement les enfants soldats sont aussi des victimes, mariage forcé et pour la première fois grossesse forcée. Décidément, l'imagination humaine semble sans limite quand il s'agit du mal. Et c'est bien de cela dont nous parlons aujourd'hui. Cette proposition de résolution magistralement présentée par le président Retailleau recueille naturellement le soutien complet de notre groupe, mais je souhaite faire un peu d'histoire étant la première oratrice. Je vais prendre un peu de temps, Monsieur le Ministre, pour rendre hommage à un grand homme dont nous utilisons le travail de toute une vie. Je veux parler de Raphaël Lemkin. Raphaël Lemkin, juriste polonais juif en 1920, s'intéressait au procès du jeune Talirian qui venait d'assassiner le ministre turc de l'Intérieur, Talat Pacha, responsable de la déportation et de la mort de milliers d'Arméniens, tués pour la simple raison qu'ils étaient chrétiens. Mot à mot, pierre à pierre, il va bâtir pendant 20 ans une théorie. Un homme qui tue un autre homme est puni. Pourquoi l'assassinat de millions de personnes ne l'est-il pas? Pourquoi un État ne pourrait-il pas être coupable et responsable comme un individu? Sa théorie s'affine et son raisonnement se fait conviction. Ces crimes de masse qui portent atteinte à l'humanité tout entière doivent être poursuivis indépendamment des frontières. Raphaël Lemkin s'appuie sur l'assassinat des Arméniens en 1915 et aussi par la famine organisée par les Ukrainiens, contre les Ukrainiens, connus désormais sous le nom d'Holomotor. Le massacre de Simele en Irak en 1933, déjà des Kurdes et des Assyriens. Et si le crime de guerre et le crime contre l'humanité étaient rentrés dans le droit positif, en 1930, son apport aura été de faire prendre conscience que les très grands crimes de masse interpellaient la conscience de l'humanité tout entière et devaient faire l'objet d'une politique internationale de prévention et de répression. En novembre 1943, il rédige un livre, L'Europe occupée par les pouvoirs de l'acte. Raphaël Lemkin oppose la destruction volontaire d'une collectivité par une puissance de droit et de fait et l'assassinat individuel. Cette destruction pouvait être selon lui de nature physique ou culturelle. Nous sommes exactement dans notre sujet. Une condition n'était pas seulement l'expression d'une volonté affirmée de détruire un groupe, mais surtout la mise en place d'une organisation pour ce faire. Et c'est exactement ce que cette proposition de résolution dénonce aujourd'hui. Alors que Churchill partait de crimes sans nom pour l'anéantissement des Juifs d'Europe, Lemkin a voulu le nommer. Et c'est ainsi qu'il a créé le mot génocide. C'est lui aussi qui a créé la Convention des Nations Unies sur les génocides. Il expliquait que ce mot prendrait rang par la famille des parricides, homicides et régicides. Quant au journal Le Monde, le 11 décembre 1945, c'est pratiquement un anniversaire, il annonçait la mort prochaine de ce mot barbare en ces termes « Gageons que dans un temps où les mots s'usent si vite, celui-là fera fureur dans 1 ou 2 saisons. » Et nous sommes aujourd'hui, 71 ans plus tard, à parler du génocide et sa postérité. L'emploi de ce concept génocide, s'il est désormais établi en droit pénal, reste encore l'objet de nombreuses controverses et le président Retailleau les a soulignées tout à l'heure. Nous n'avons donc rien appris depuis la Deuxième Guerre mondiale, rien appris depuis le Rwanda. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de difficultés. L'Europe, dans cette affaire, est totalement absente, a perdu son âme. La communauté internationale, le reste de crédibilité qui lui restait, sortent d'éloges funèbres de l'ONU, la liste des victimes civiles, chaque jour plus longue. Oui, cette proposition sans surenchère victimaire, chrétiens, minorités, y compris les musulmans, il ne faut pas oublier que les musulmans sont les premières victimes de Daesh, il faut la signer et il faut lui donner corps.
Outre les propositions qui sont faites dans la proposition du président Retailleau et de ses co-signataires, je vous invite, Monsieur le ministre, à lâcher votre téléphone portable et aussi à regarder la Convention sur les génocides rédigée par Raphaël Lemkin en y ajoutant un chapitre extrêmement important qui concerne les considérations sur la destruction culturelle, car ce chapitre a disparu de la Convention sur les génocides de l'ONU. Or, aujourd'hui, nous avons aussi affaire à une disparition culturelle, les croyances spécifiques, locales et aussi, évidemment, les coutumes, pour ne pas s'en tenir qu'aux morts physiques. Et c'est bien l'objet de la réunion qui s'est tenue à Abu Dhabi hier pour organiser un fonds sur la protection des cultures. Et aussi l'idée qu'au plan international, il faille multiplier les musées-refuges pour les œuvres et le patrimoine des pays en guerre. Pour conclure, je voudrais rappeler, merci, Monsieur le ministre, qu'en tant que petite fille de déportés, une parole commune au Talmud et au Coran est que si quelqu'un sauve une vie, il sauve aussi l'humanité. Et c'est peut-être de ce point de vue-là ce que nous pouvons faire de mieux en votant la proposition du président Retailleau et de l'ensemble des co-signataires qui la voteront pour nous rassembler autour des valeurs d'humanité que nous avons en partage. Je vous remercie. Merci.